Mesdames, Messieurs, bonjour, queer. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, nous recevons alors une invitée qui se passe de présentation, connue à travers le Québec, mais plus précisément dans l'est de la métropole et spécifiquement dans la très belle localité, alors je dis bien l'arrondissement de Montréal-Nord. Messieurs, dames, nous avons l'immense plaisir d'accueillir la première magistrate, on dit bien la mairesse du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord. Accueillons celle qui aime bien manger de la soupe joumou avec ses citoyens dans la localité. Je dis bien, oui, Christine Black, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Christine Black, madame la mairesse, comment ça va? Ben, en fait, ça va bien, somme toute. C'est sûr, dans les circonstances, tout le monde, on est dans un contexte un peu particulier. Tout le monde, je pense, on a l'impression de vivre un peu dans un univers en parallèle de ce qu'on avait connu avant. Mais dans les circonstances, je vais bien. Excellent. Sur le plan personnel et je dirais même professionnel, comment ça s'est orchestré pour vous en ces temps de crise sanitaire? Mais je vous dirais que ça a été très exigeant d'un point de vue personnel. Puis moi, d'un côté, je revenais de voyage, donc le 12 mars, la journée où le premier ministre a décidé d'arrêter le Québec. Donc le soir du 12 mars, j'atterrissais à l'aéroport. Le matin, ma secrétaire m'a appelé pour me dire « Ouais, Christine, je pense qu'il va falloir que tu sois en quarantaine. » Et finalement, oui, j'ai été en quarantaine aussitôt qu'on a atterri, mais ma soeur, ma mère, tout le monde était en quarantaine. Donc on s'est retrouvés vraiment à être dans cette situation-là. C'était le jeudi soir. Et là, le temps d'atterrir, de revenir, et dès le lundi matin, on s'est mis en mode action avec les équipes parce que j'ai envoyé déjà des commandes dès le lundi matin pour qu'on puisse s'organiser parce qu'avant même que la COVID frappe fort à Montréal-Nord, on avait une première crise qui était cette fois-ci alimentaire parce qu'on sait qu'il y a des gens à Montréal-Nord qui avaient perdu leur emploi du jour au lendemain et qui se retrouvaient devant rien. Parfois, ils ont vit de paye en paye. Fait que ça fait en sorte que les gens ont pas... C'est ça, à petite semaine. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y avait pas nécessairement quelque chose dans le frigo et que là, les gens se retrouvaient dépourvus dans l'insécurité. Donc, ça a été surtout ça qui nous a occupés au départ. Et par la suite, un mois plus tard environ, un mois et demi, la vague est passée de façon quand même majeure, on dirait. Ça nous a frappé très fort par la suite. Et puis, dans le fond, là, on était déjà quand même mobilisés autour de la crise alimentaire. Donc, il y avait déjà des structures qui avaient été mises en place, improvisées, on se comprend, personne n'avait vu ça venir, mais quand même, ça fait en sorte que par la force des choses, quand la deuxième crise est arrivée, on a pu rapidement se mobiliser puis ajuster le tir avec qu'est-ce que justement on voulait mettre en place, que ce soit la distribution de masques, entre autres, on en a distribué avec les partenaires communautaires, les entreprises, près de 200 000, donc c'est énorme. Puis aujourd'hui, le masque, c'est devenu quelque chose de très banal, de tout le monde le porte. Oui, c'est ça, sûr, maintenant, là, ça fait partie de notre quotidien. Mais à l'époque, si on se rappelle au mois d'avril-mai, il y avait encore la polémique de masque, pas masque. Nous, on a dit non, on en distribue, on en achète à même nos budgets, puis on les donne parce que on se disait, personne va nous dire qu'on a mal fait de vouloir protéger notre monde, les outiller, parce qu'on le sait, là, les masques étaient durs à trouver, etc. Donc, ça a été de mettre plusieurs choses en place pour justement faire face à tout ce qui arrivait, puis d'être présente pour représenter les citoyens, de porter leur voix, parce que j'ai eu plusieurs entrevues aussi à ce moment-là. On vous a vu à la télé énormément, oui, en effet. Puis, je vous dirais que, dans une certaine mesure, comme mairesse d'arrondissement, on n'est pas appelé tant que ça à faire des communications de cette nature-là, à cette vitesse-là, à cette intensité-là. Mais donc, ça a été vraiment, on était appelé du jour au lendemain à dire, go, c'est parti. Puis, en tout cas, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir bien représenter les Nord montréalais et surtout porter le message des vulnérabilités qui composent aussi notre communauté. On a une belle communauté remplie de plein de positifs, mais on a aussi des vulnérabilités, des éléments qui font en sorte que, comme je l'ai dit, ça nous mettait moins à l'abri de ces virus-là et de cette pandémie. Alors, et de revendiquer, en fait, les changements qui doivent se faire à Montréal pour faire en sorte
on soit moins vulnérable à un moment donné. Vous avez été sous les feux de la rampe. Y a-t-il eu une collaboration de la santé publique, du pouvoir centre à Montréal? Avez-vous reçu un support quand même adéquat, disons-le ainsi? Mais également, vous dites souvent que Montréal-Nord, depuis 2016, vous êtes élu, on va en parler dans quelques instants, mais il y a un tricoté serré. Les gens ont appris à travailler ensemble, entre autres, pour s'assurer qu'il y avait de quoi pour les plus démunis, pour qu'ils puissent manger, bien sûr. Donc, il y avait une façon de travailler qui était déjà en place. Et aujourd'hui, suite à la COVID, eh bien, on constate que Montréal-Nord, votre arrondissement, Madame la mairesse, est hyper dynamique. Il apparaît que un tiers de la population est âgée de moins de 24 ans. On les voyait là sur le terrain, ces jeunes-là, être à l'action. Woodstock, entre autres, un organisme communautaire chapeauté par Monsieur Will Prosper. On les voyait sur le terrain. Quand même, la question est la suivante. Avez-vous eu un support de la santé publique, du pouvoir centre de Montréal? Et le tricoté serré, on aimerait vous entendre là-dessus. Oui, ben en fait, je vous dirais que sur le départ, ça a été un peu comme tout le monde, comme je le disais d'entrée de jeu. C'est sûr que tout le monde a été un peu pris de court. Personne n'avait vécu une pandémie. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quel impact ça allait avoir? Combien de temps ça allait durer? Tu sais, on se souvient, au début, c'était bon, on en a pour quelques mois. Là. Bon, ça va faire bientôt 1 an, puis on est encore pris là-dedans. Mais donc, il y avait beaucoup d'incertitudes. Fait que ça a pris quand même quelques semaines, je vous dirais, avant que tout s'organise là, pour faire en sorte qu'on puisse avoir accès à certaines informations, à voir par quel chemin ça allait se passer. Mais à partir du moment où ça s'est structuré, que ce soit avec la Ville-Centre, la ministre de la Métropole, Mme Rouleau, qui a été très présente, que ce soit, c'est ça, avec le CIUS aussi, donc le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, avec notre PDG, M. Abergel, ça a été la même chose. Nous aussi, à un moment donné, bon, il y a des réunions qui se sont rajoutées dans l'agenda, fait qu'on se retrouvait toujours en réunion, mais ça permettait à l'information de circuler au rythme de ce qui se passait. Super. Et c'est sûr que les conférences de presse du premier ministre aussi sont devenues des incontournables. Donc, au départ, on les écoutait un peu comme ça, mais après ça, on a dit, on va le mettre à l'agenda parce qu'il faut écouter le premier ministre. Pour avoir les données à jour. C'est ça, savoir ce qui se passe, c'est quoi les mesures qui se mettent en place. Donc, tout ça, je voudrais que ça s'est structuré progressivement au fil du temps. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on est quand même dans une belle province, dans un bon pays, parce que même avec le fédéral, où les structures sont déjà prêtes finalement à faire face à des situations comme ça, sont plus agiles. Donc, ça a été quelque chose qui s'est structuré. Et à Montréal-Nord, comme je le disais, d'entrée de jeu, dès le premier lundi, on a commencé à planifier un peu les choses. Puis je pense que c'est le mercredi ou le jeudi suivant, donc une semaine après le début de l'annonce de la crise, que l'appel était lancé à tout le monde. Et là, on était sur des lignes téléphoniques où les gens se mettaient pas sur mute, qu'on savait pas trop comment ça marchait. On commençait. Mais l'important, c'était de se dire, là, qu'est-ce qui se passe? Où sont les points chauds? Puis où est-ce qu'on peut agir comme communauté? Et c'est là le tissé serré qui rentre en ligne de compte. Puis au-delà du tissé serré, je voudrais, c'est cette culture de travailler ensemble, de se connaître, de se reconnaître et de se respecter dans nos responsabilités respectives justement. Bien sûr. Que l'arrondissement a certains rôles à jouer, les organismes en ont un, et chacun est indépendant dans sa sphère, donc autonome aussi. Donc, mais c'est de travailler en utilisant les forces finalement de part et d'autre pour voir comment on pouvait porter le message, parce qu'il y avait des enjeux quand même, là, ne serait-ce que de faire passer l'information. On le sait, il y a des gens à Montréal-Nord qui n'ont pas accès à tous les services d'information ou qui les écoutent pas tout simplement parce qu'ils travaillent, parce que des fois, ils comprennent pas bien la langue ou autre. Donc, c'est sûr que c'était des défis importants. Fait qu'à ce moment-là, c'était d'utiliser d'autres canaux, tous les médias ethniques, par exemple, ou il y a un organisme qui a mis en place un camion crieur, donc comme on voit souvent dans les Caraïbes, qui passait dans les rues pour porter le message en plusieurs langues. Donc,
il a fallu s'adapter, il a fallu créer et la crise nous a amené à pousser dans nos limites, finalement, de tout ce qu'on avait réussi à faire. Je ne mentirais pas que ça n'a pas toujours été facile, puis qu'il y a eu des discussions difficiles qui ont dû avoir lieu à certains moments entre nous. Puis c'est correct, c'est sain, je pense, comme communauté d'avoir ces espaces de discussion-là. Mais au final, notre population a eu un service, notre population a pu recevoir des intervenants, des masques. On a mis, nous, en place à l'arrondissement des corridors sanitaires dans un quartier résidentiel, mais on en reste alors qu'il n'y en avait pas nulle part ailleurs. Donc, toutes nos équipes aussi, au niveau de l'arrondissement, ont été appelées à être très créatifs puis à être flexibles. Je pense que c'est ça le mot d'ordre. C'est serré, c'est reflété comme ça parce qu'on portait tous le même message d'aider notre population. On voyait des gens qui étaient malades et d'y faire face en groupe. Donc, je pense que c'est ça qui rend Montréal-Nord plus fort, puis ça nous pousse, comme je dis, dans nos limites à innover et aussi à devenir des exemples parce que par la suite, il y a d'autres quartiers où ça allait mal. Puis là, ils se sont virés vers nous en disant qu'est-ce que vous avez fait? C'est devenu un exemple. En effet, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui. C'est ça, on était devenus des modèles. Oui, exactement. Madame et ça a permis de porter ces pratiques-là aussi ailleurs, puis qu'on puisse arriver à combattre ce virus-là. Superbe. On sait que vous êtes une mairesse proche de votre monde. Vous collaborez énormément. Le travail collectif, ça revient constamment dans votre discours. Vous avez assurément eu à collaborer avec Madame Paul Robitaille, députée dans votre zone, je pense bien, de Sauvé. Oui, les Bourassa-Sauvé, c'est ça, c'est la députée provinciale. Vous avez assurément eu à collaborer avec M. Emmanuel Dubourg. Quel a été l'appui des élus aux différents paliers gouvernementaux, là, si on pourrait le dire ainsi? Oui. Ben, en fait, que ce soit par Paul Robitaille, Emmanuel Dubourg et également Chantal Rouleau, qui a joué un rôle quand même très déterminant comme ministre de la Métropole au niveau du gouvernement du Québec. Dès le départ, en fait, on avait instauré des appels, donc on était en constants échanges. À certains moments, il y a des éléments que c'est plus de ma responsabilité, de notre responsabilité au niveau municipal, quand on parle, entre autres, des rues, de certaines distributions, que nos équipes, à ce moment-là, on a les capacités, on a l'équipe qui est là aussi pour pouvoir faire le travail, puis c'est ça, avancer ça. Alors que d'autres enjeux, justement, par rapport aux cliniques de dépistage, à d'autres éléments qui relèvent plus du provincial, à ce moment-là, c'était beaucoup plus Paul ou Mme Chantal Rouleau qui portait ce message-là en disant il faut que les dépistages se poursuivent, par exemple, ou qu'est-ce qu'on peut faire de plus, ou on partageait nos préoccupations aussi super. Avec les gens aînés, tout ça. Et même chose avec M. Dubourg. Donc, c'est sûr que le gouvernement fédéral, dans la crise qu'on connaît, était moins en première ligne, mais Emmanuel a été très présent lui aussi de son côté pour justement porter les informations, entre autres, le message, les informations dans nos réunions qu'on avait, parce qu'à un certain moment, on avait une réunion, voire même 2 par semaine, parce que ça allait tellement vite, avec les partenaires communautaires, où on faisait juste donner de l'information. Fait que tout le monde repartait après une demi-heure, 1 heure, avec toute l'info, parce que la PCU, les autres programmes, Emmanuel, pour aider les entreprises, Emmanuel, avait cette information-là d'Ottawa directement. Donc, il l'emmenait sur nos tables, puis ça permettait à tout le monde de pouvoir poser des questions aussi. Puis, pour lui, de connaître aussi, est-ce qu'il y a des choses qu'on capte pas, des besoins et qu'il faudrait aller plus loin. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est des rencontres vraiment d'aller-retour d'informations. Et ça se continue encore actuellement, un rythme, on comprendra, beaucoup plus léger, parce que les mesures sont mises en place, les structures fonctionnent bien. Et là, on travaille, je vous dirais, un peu plus sur le moyen-long terme aussi, parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, on veut faire en sorte que Montréal-Nord soit moins vulnérable, puis qu'on aide le quartier, finalement, à être beaucoup plus fort dans tout ce qui arrive.
Excellent. Écoutez, on sent que vous êtes une mairesse qui travaille. Vous n'avez pas peur de travailler. Ça, on le sent. Vous êtes une mairesse également qui est une bonne gestionnaire parce qu'on va l'apprendre, là. Vous n'êtes pas juste arrivé là comme ça. Vous avez quand même fait des études qui vous préparent vraiment très bien en la matière. Vous avez été à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Mais Madame la mairesse, ce qui est fascinant chez vous, c'est votre capacité à communiquer, à rejoindre le citoyen. Eh bien, maintenant, le citoyen vous écoute à Coconut Podcast, ceux qui ne vous Oui. connaissaient pas encore. Et là, on va apprendre à vous connaître, Madame la mairesse. Alors, d'après nos recherches à Coconut Podcast, alors, vous avez des parents, parce que vous aussi, vous avez un intérêt certain. On va le voir un peu plus tard, tout au long de votre mandat. Vous travaillez à ce qu'il y ait plus d'espace vert dans Montréal-Nord, mais il a peur que vos parents étaient des amants de la nature. À un certain moment, ils vont faire partie de ce groupe d'urbains qui vont faire un retour en quelque sorte vers les terres, les belles régions du Québec. Et là, ils vont s'installer sur la rive sud. Vous êtes né à Saint-Rémy. Absolument. Sur un rang de campagne entouré de champs de blé d'Inde. OK, d'accord. J'ai de Saint-Rémy et dans une école où on était 100 par niveau. Donc, on était 500 dans mon école secondaire. Donc, c'était un petit milieu où tout le monde se connaissait. Excellent. Peut-être un souvenir d'une enseignante ou d'un enseignant qui vous a marqué. Ah, écoute, il y en a eu plusieurs parce que justement, c'était dans Saint-Rémy, là. Oh, oui. Oui, dans Saint-Rémy. Ben, en fait, il y avait entre autres un prof d'art plastique avec qui me vient en tête. J'oublie son nom, mais qui était très présente. Puis il y avait plein d'activités parascolaires. Bon, super. Comme vous dites, j'aime bien travailler, j'aime bien m'impliquer, faire une différence. Donc, c'est sûr que les activités parascolaires, les activités de week-end, c'était des choses qui m'intéressaient par la force des choses. Hein? Donc, on continue. C'est ça. Donc, je m'investissais beaucoup avec elle. Puis c'est un milieu, c'est ça que tout le monde se connaît. Donc, c'est vraiment très différent de ce qu'on connaît en ville, malgré que je vous dirais qu'à Montréal-Nord, je retrouve un peu cette fibre-là. Parce que même si on est 85 000 personnes, la majorité du temps, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis les gens dans les rues se connaissent. Donc, ils connaissent leurs voisins, ils connaissent leurs personnes. Ça vous rappelle un peu Saint-Rémy, là. C'est ça. On a l'image de la ville que personne ne se connaît, que tout le monde... Non, ici, les gens se connaissent et se reconnaissent. Puis c'est toujours le frère ou l'ami de l'autre, puis rapidement, on fait tout. C'est ça. Excellent. Puis là, maintenant, bon, écoutez, à un certain moment, vous allez avoir l'envie de connaître un peu plus grand. Alors maintenant, vous allez peut-être annoncer à maman, la famille, vous allez faire les études au Cégep du Vieux-Montréal. Là, ça veut dire qu'il faut soit prendre la petite voiture ou sinon le transport en commun, puis se rendre jusqu'au Cégep du Vieux-Montréal. Là, vous allez étudier en technique de travail social. C'est ça, exactement. Ah, vous avez bien fait vos recherches. Écoutez, Coconut Podcast, on commence à être pas pire. Un souvenir du Cégep du Vieux, là, tu sais, il y a quand même une différence entre la tranquillité de Saint-Rémy et le côté très mouvementé du Cégep du Vieux-Montréal. Là, vous avez à peu près 20 ans là, à ce moment-là. Je suis plus jeune que ça, en fait, parce que j'étais dans les plus jeunes, en fait, en fait, entre 17 et 19. En fait, entre 16 et 19 ans, j'étais au Cégep. Donc, on a une bolée là. J'étais née en septembre, donc c'est pour ça qu'on était toujours plus jeunes. C'est ça, dans les plus jeunes. Mais en même temps, je vous dirais que c'est des années qui ont été très chargées aussi parce que la technique de travail social, c'est une technique en 3 ans. Moi, je l'avais fait en 3 ans, qui était très soutenue. On parle de 7, 8, 9 cours par session, puis des stages. Donc, en plus du voyagement, parce que j'habitais chez mes parents les 2 premières années. Donc, c'était 1 heure de route le matin, 1 heure le soir, plus on travaillait la fin de semaine. Fait que ça faisait quand même un emploi du temps très chargé, mais on a de l'énergie à 20 ans quand même. Peut-être un peu plus qu'aujourd'hui. Donc, c'était une belle période à ce moment-là. Superbe. Et là, maintenant, vous allez, comme tout bon étudiant, vous chercher un emploi d'été ou un emploi étudiant, disons-le ainsi. Et
Là, vous allez vraiment tomber sur la boîte qui va, en quelque sorte, je pourrais dire, changer le cours de la vie de Madame la mairesse aujourd'hui, alors Christine Black Oui. un peu avant. Là, vous allez être embauché au Centre des jeunes L'Escale, qu'on appelle communément à Montréal-Nord L'Escale. L'Escale. Ouais, c'est ça. Et là, vous allez y travailler et regardez, 4 ans après y être rentré, vous allez devenir directrice de cet organisme qui change quand même la vie réellement des citoyens de Montréal-Nord. Toute une expérience pour vous. Vous allez y rester près de 12 années. 14 ans au total. 14 ans au total. Puis pendant ce temps-là, vous allez quand même poursuivre vos études en même temps. Ça, là, c'est incroyable. Vous allez faire un baccalauréat en sciences. Vous aviez tellement le choix. En 9 ans. En 9 ans. OK, quand même. Ouais, quand même. Mais madame la souvent, c'est ce que je dis aux jeunes, c'est que même si ça l'a pris 9 ans, après toutes ces années-là, parce que ça a été des sacrifices, là, c'est ça, c'est des soirs que tu finis à 4 heures, tu prends quelque chose rapidement à manger, tu t'embarques dans le métro, tu vas, en plus, c'était à l'Université de Montréal, donc à la cour, à Jean-Briand, c'est pas à porte. Alors, tu sais, puis c'était le vent, l'hiver, bon, bref, c'était pas toujours agréable, mais puis des week-ends, que bon, des fois, c'est des cours de week-end, fait qu'un week-end sur 2, sur 1 mois et demi, donc c'est très épuisant, c'est très demandant. En même temps, à la fin de tout ça, après 9 ans, le bac, je l'avais. Il était dans ma poche, puis personne ne pouvait me l'enlever. Puis c'est toujours ce que j'ai dit aux jeunes. Commence, parce que j'avais commencé avec un certificat, après ça un deuxième. Puis après ça, tant qu'à faire, je vais faire mon bac. On va en faire un troisième, parce qu'avec 3 certificats, ça donne le bac. Un baccalauréat, bien sûr. Petit à petit, ça permet de faire le chemin, puis de continuer à travers ça, puis de s'outiller, en fait. Puis le dernier certificat est en gestion santé et services sociaux, parce que j'étais à ce moment-là devenue directrice, et puis j'avais besoin d'en apprendre un peu plus. Et c'est là, après ça, que l'idée de maîtrise est arrivée, parce que souvent, c'est des gens sur notre parcours aussi qui nous inspirent ou qui croient en nous et qui nous disent, pourquoi tu n'irais pas en maîtrise? Tu as tout le potentiel de le faire, alors que dans ma famille, personne n'avait fait de maîtrise. Donc, c'est tout ça, c'est un processus à faire, puis il faut y croire surtout. Incroyable. Vous avez cru en vous-même, vous avez eu un support familial qui a cru en vous, mais à partir des années 2012, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Parce que là, vous allez recevoir quand même la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. Et là, ça, c'est décerné par Monsieur Coder. Lui, il est déjà en politique, là, ministre à ce moment-là. Voilà, exactement. Ouais. Et là, peu de temps après, vous allez recevoir une autre distinction également, la distinction Arista, pour le travail que vous aviez fait en tant que gestionnaire cadre. Et là, peu de temps après, ou au même moment, madame, j'allais dire madame la ministre, madame la mairesse, alors peut-être, alors madame la mairesse, vous allez être appelé, vous allez dans un café, là, ça a l'air avec Monsieur Coder, puis là, il va vous proposer de vous lancer en politique. Là, vous allez prendre 24 heures pour y réfléchir, parce que là, ça change la vie d'une demoiselle, parce que vous aviez 34 ans, là, à ce moment-là, quand même. Donc, vous allez sauter dans l'arène. Il y avait Monsieur Deguire qui avait quitté, n'est-ce pas? Et là, maintenant, vous sautez dans l'arène. Votre réaction lorsque vous remportez cette élection partielle, parce que là, en 2021, vous allez vous présenter pour un 3e mandat, là, Madame la mairesse, c'est quelque chose, ça. On aimerait vous entendre votre réaction. Puis depuis que vous avez été élu, quels ont été vos grands chantiers? On va vous écouter là-dessus. Nous posons quelques questions là-dessus. Mais votre réaction le soir que vous gagnez, là. Ouais. Avant même ça, je vous dirais que c'est aussi de prendre la décision de se lancer en politique. C'est une grande décision. Je pense que c'est la plus grande au-delà même des résultats, parce que l'expérience en politique comme candidat, c'est une expérience extraordinaire. Puis je la souhaite à tout le monde, parce que ça nous permet de rencontrer plein de monde, de comprendre plein d'affaires qu'autrement on n'aurait pas été avec lesquelles on n'aurait pas été en contact. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis en même temps, ça tombait dans un bon moment
moment pour moi, dans le sens que des fois, il y a des moments dans la vie où il y a plein de choses qui arrivent, puis c'est juste pas le timing, everything is time. Comment on dit ça, là? Il y a une expression, là. Chaque chose en son temps, là, quelque chose. C'est ça, le timing is everything, c'est ça. Okay, fait que, ça fait toute la différence. Donc, à ce moment-là, je voulais justement pouvoir accéder à un autre poste. Ça faisait 10 ans déjà que j'étais directrice, c'est ça. Vous vouliez exactement. J'avais envie d'autre chose et puis c'est à ce moment-là que ça s'est présenté. J'avais fait l'effet A aussi avant avec Isabelle Hudon. Donc, il y a comme eu un processus puis aussi. Vous étiez sur beaucoup de CA aussi là, dans le quartier. Oui, vous êtes impliqué quand même énormément. Les C3S de Montréal-Nord, entre autres. Vous étiez beaucoup présente sur le terrain. Là. Mm-hmm. C'est ça. J'étais déjà très engagée, très présente et que ce soit à la table de quartier aussi. Déjà, j'étais dans un mode où je voulais amener des changements pour les citoyens. C'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais pour l'escale. Donc, par la force des choses, j'ai aidé surtout les jeunes. Mais en même temps, tu te rends compte que leur famille, le milieu dans lequel ils évoluent, il y a tellement de choses à faire. Donc, j'arrivais un peu à une certaine barrière là, que je pouvais pas aller plus loin avec le poste que j'avais pour faire les changements que j'avais envie de faire et ce que je voyais qui était nécessaire aussi. Donc, dans ce contexte-là, quand la proposition est arrivée, ça a été une grosse décision à prendre. Et en même temps, même je me souviens des premières journées à la mairie, je me disais, mon Dieu, paye-moi quelqu'un. C'est un peu surréel. Mais parce que là, vous aviez un budget de 42 millions de dollars approximativement. Ça vous donnait pas mal de moyens pour changer le cours des choses. Là. Oui. Il y a autant au niveau de l'argent, mais aussi au niveau du poste. Parce que quand on représente aussi une communauté comme Montréal, comme ici, c'est sûr que notre voix porte. On représente aussi ces gens-là, donc on peut influencer aussi les décisions et exiger des comptes, demander de certaines choses. Donc c'est tout ça qui fait que c'est un rôle beaucoup de leadership, le rôle à la mairie, parce que on le dit souvent à la blague, l'argent n'est pas chez nous. Oui, il y a 42 millions, mais c'est quand même près de 400 employés, des services aux citoyens. Il y a tout un travail qui doit se faire d'abord, mais en même temps, il faut interpeller les autres paliers de gouvernement pour qu'eux aussi viennent investir dans le quartier pour les besoins qu'on a qui, de notre côté, sont particulièrement grands. Donc, c'est vraiment tout ça qui fait en sorte que le travail doit se poursuivre. Donc, pour moi, comme mairesse, c'est d'utiliser à quelque part ce rôle-là pour avoir une influence sur les autres, pour faire la différence pour tous les citoyens du quartier. Superbe. Écoutez, d'entrée de jeu, lorsque vous êtes arrivé, vous avez planché sur un plan d'action, priorité jeunesse, stratégie en ce sens, également un plan collectif sur le développement économique. Vous avez fait tout un travail de réflexion et d'implantation du travail collectif, du travail avec les pairs coopératifs. Vous avez apporté un appui aux organismes communautaires, vous-même issus du milieu communautaire, mais vous avez tenu à leur répéter dernièrement. Lorsqu'on dit qu'il n'y a rien qui a été fait en certaines matières, la mairesse Plante était à Tout le monde en parle, et vous avez dit, écoutez, nous en 2017, là, on a revampé les règlements en matière d'espaces verts, des parcs, quand même. Règlements municipaux, oui. Règlements municipaux. Et surtout, il y avait eu l'incident de Freddy Villanueva et il y avait eu ce rapport, des recommandations, n'est-ce pas, du coroner. Et vous avez quand même suivi, vous vous êtes assuré de mettre en place certaines de ces recommandations. Vous prônez qu'il y ait plus de parcs à Montréal-Nord parce que c'est le ratio est l'un des plus faibles pour la population, espace vert. Donc là, il y a quand même, vous avez travaillé sur pas mal d'éléments et surtout, vous poussez auprès des paliers provinciaux, alors le palier provincial et fédéral, en ce qui a trait à avoir un centre sportif dans Montréal-Nord. Madame la mairesse,
Ça fait quand même pas mal de trucs. On sait que vous avez un plan de 22 priorités que vous voulez vraiment là, qu'on mette de l'avant. On vous écoute, Madame la mairesse. Mais là, ça ratisse très large, c'est ce que vous mentionnez. Ben, en fait, que ce soit au niveau jeunesse, économique, habitation, qu'on est en train de mettre ça en place actuellement, le plan de réaménagement du Nord-Est, le plan directeur des parcs, donc vous en avez nommé d'autres, là, plusieurs. Tout ça arrive dans un contexte où chaque équipe aussi, dans l'arrondissement même, on a différentes équipes, donc peuvent travailler sur différents volets, facettes, et les partenaires communautaires, c'est la même chose. Donc, certains vont travailler sur des facettes que d'autres, ça les concerne un petit peu moins. Donc, en fait, l'idée était de faire un virage, en fait, dans Montréal-Nord pour dire, ben, mettons-nous ensemble, serrons-nous les coudes et regardons qu'est-ce qu'on a de besoin. Et se faire une tête, parce qu'on le sait, les institutions et même les organismes ont tendance à travailler en silo, hein, la nature et va vers ça. Donc, en changeant, en amenant cette façon de travailler autrement, qui est justement collective et qui permet d'arriver à des résultats beaucoup plus importants, parce que vous l'avez mentionné, Montréal-Nord a vécu un drame en 2008 par le décès de Freddy Villanueva, et ça l'a marqué profondément notre arrondissement. Et il y avait des changements à faire pour faire en sorte qu'on puisse transformer ce quartier-là. Et c'est ce que Coroner Perrault a mentionné en disant qu'il demandait à la Ville de faire un plan de développement social. Nous, notre pari, ça a été de dire, on peut le faire dans notre bureau puis écrire des choses, mais en même temps, l'impact sera jamais le même que si on le fait ensemble. C'est plus long, c'est sûr, ça prend plus de temps, mais on développe tout le monde ensemble, collectivement, une vision de où est-ce qu'on s'en va. L'été passé, ça a été difficile. On a eu, après notre crise de la pandémie avec la COVID, une crise de sécurité publique parce que avec plusieurs incidents de coups de feu et tout ça, ça marque aussi, là, ça amène beaucoup d'insécurité dans la population. Et ça, pour moi, c'était très, très préoccupant et ça doit tout continuer de l'être. On peut pas tolérer que il y ait des coups de feu comme ça puis que les gens se sentent pas à l'aise de marcher dans la rue, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Alors, comme communauté, les citoyens méritent de vivre dans un quartier paisible, calme. Donc, dans ce contexte-là, avec les partenaires communautaires, ce qu'on voulait faire, entre autres, puis même le CIUS, c'est de monter justement des projets parce que le gouvernement s'est tourné vers nous en disant « OK, parfait, ça va pas bien chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous besoin? » Donc, dans ce temps-là, il faut répondre rapidement. Excusez-moi, assez rapidement. Et il y avait déjà plusieurs projets qui étaient enclenchés, qui étaient en route, qui faisaient l'unanimité de réaménagement des rues Jubinville, Mathe-Lapierre, de réaménager le parc Henri Bourassa. Il y avait déjà un bout qui était fait, il restait certains volets. Donc, dans tout le centre sportif, vous en avez parlé, que ça, tout le monde le sait à Montréal, on n'en a pas d'équipement collectif. Il y a des gymnases, on a 18 dans les écoles primaires. C'est ça, mais ça appartient souvent à la commission, au centre de service scolaire. C'est ça, exactement. Les nouvelles commissions. Oui, c'est ça, faut changer notre vocabulaire. Oui, exactement. Là. Donc là, il y a quand même un déficit d'installation sportive. On sait qu'il y en a un peu vers Rivière-des-Prairies, mais ça, c'est pour une autre une autre zone. Alors, Montréal-Nord, une population de près de 80 000 habitants, il se devrait d'avoir un centre sportif comme il se doit. C'est ça. Donc, ça fait partie de tous les projets qu'il fallait mettre en place. Puis, il faut faire des revendications parce que des centres sportifs, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est sûr. Puis, à l'arrondissement, c'est sûr que nous, on n'a pas les moyens de pouvoir se construire ça. On parle de peut-être 50, 60 millions. Donc, c'est les autres paliers qui doivent aider. Par contre, nous, notre responsabilité, c'est de mettre en place les plans fonctionnels et techniques, d'identifier les besoins, qu'est-ce qu'on veut, etc. Donc, c'est un travail d'équipe encore là qui doit se faire. Mais avec tout ce qui s'était passé l'été dernier, on a lancé effectivement 22 projets, que ce soit au niveau de la santé, le CIUS a identifié ses projets, l'arrondissement a identifié ses projets, les milieux communautaires qui sont en train encore de travailler là, pour amener des propositions, super. Le service de police aussi. Donc, on s'est dit là, faut agir, faut faire quelque chose, on avance. T'sais. Donc, à ce moment-là, c'est des processus qui sont évolutif, là. Donc, on parle de 22 en ce moment, ça sera peut-être 25, mais 30 éventuellement. Bien sûr, mais l'idée, c'est d'avoir des initiatives qui portent sur le court terme, le moyen terme et le long terme à différents niveaux pour faire une différence parce que
vous l'avez mentionné rapidement tantôt, mais Montréal-Nord est en pleine transformation aussi au niveau, entre autres, de la mobilité parce que quand on parle du SRB qui est véritablement en route, les gens, on dirait qu'ils ne croient pas que ça va finir par arriver. Oh, mais si on va sur le boulevard P9, on voit les travaux. Ça roule. Puis le pont P9 aussi, là, il y a une voie complètement de retranchée. C'est des travaux majeurs. Puis même chose, ils ont annoncé le REM. Ben, le REM, c'est parti. Terminus vers Marie-Victorin. C'est ça. C'est à la porte, c'est juste à côté. Et il y a encore des choses à peaufiner, c'est sûr. On est en période de planification. Avec nous, on est le 20 janvier. J'ai eu déjà une première rencontre sur ce dossier-là pour pouvoir échanger puis partager certaines préoccupations. Donc, on sent que tout ça avance. Fait que d'ici 5-10 ans, Montréal-Nord est vraiment appelé à se transformer. Donc, il faut que le reste suive aussi, que ce soit au niveau des services publics, des services des organismes, des infrastructures. Donc, c'est un travail vraiment très large qu'il faut faire pour arriver à mais vous avez mis une emphase également, il ne nous reste pas beaucoup de temps, à peine 4 minutes, Madame la mairesse. Vous mettez également l'emphase, mais énormément, sur la sécurisation des rues et l'apaisement de celles-ci. Ça, il y a tout un effort qui est fait. La question qui suit, on est dans le mois de l'histoire des Noirs. On sait que vous avez reconnu qu'il y a racisme systémique. On a le service de police de la ville de Montréal qui a avoué qu'il y avait profilage racial. On sait qu'il y a une escouade de la police de Montréal qui va s'atteler sur retrouver les armes à feu, alors désarmer ceux qui en possèdent sans port légal ou autre. N'y a-t-il pas un risque? On a quand même 21 000 Noirs qui vivent dans Montréal-Nord, 23 000 à peu près. N'y a-t-il pas une possibilité qu'il y ait encore ces façons de faire du passé qui sont celles de profiler? Puisque, si on vient chercher des armes, on a un prototype de personnes qui peuvent porter ces armes. Est-ce qu'on ne va pas peut-être viser votre population noire dans Montréal-Nord? En fait, l'équilibre est complexe, hein? C'est ce qu'on comprend dans tout ce dossier-là. Je vous dirais que les réalités sur le terrain évoluent aussi beaucoup dans les dernières années et les policiers sont appelés à travailler de plus en plus dans un contexte social. Hein? On le voit bien où on en parlait dernièrement. J'avais déposé d'ailleurs une motion au central au niveau de l'équipe ESUP, l'équipe Emery pour les itinérants. Donc, ils font face à des réalités qui étaient beaucoup moins présentes ou en tout cas qui étaient vues différemment. Alors, je pense que par la force des choses, le métier de policier est en pleine transformation actuellement et c'est dans ce contexte-là que tous les éléments par rapport au profilage racial, à Black Lives Matter et tout s'inscrivent. Donc, je pense que cette lancée-là doit se poursuivre de transformation. Quand on parle de la politique d'interpellation, qu'on parle du port de caméras portatives, on doit rehausser la confiance des citoyens, la transparence aussi, puis que les gens puissent obtenir finalement les informations qu'ils veulent, puis suite aux questionnements qu'ils vont avoir. Donc, qu'on parle de ça, il y a eu d'autres motions qui ont été lancées parce que, le parti dans lequel je suis, Ensemble Montréal, est très proactif sur ce sens-là. Mon collègue Abdelak Sari en parle régulièrement. Aussi, c'est ça. Donc, on a déposé des motions aussi pour, entre autres, toute la désescalade de la police. Donc, comment intervenir? Donc, il y a des pratiques qui, il y a 20-30 ans, étaient tolérées, puis c'était correct. Par exemple, la strangulation. L'étranglement. C'est ça, exactement. Là, j'oublie le nom. Je pense que je lis dans mes notes, la strangulation. Que ça, à ce moment-là, c'était toléré. Aujourd'hui, on a demandé que ça ne se fasse plus. Donc, c'est toute cette transformation-là, sans parler des enjeux technologiques, parce que les réseaux sociaux, c'est devenu un univers en soi. La police aussi est appelée à aller là-dessus. Puis nous aussi, là, on voit des choses passer. Alors, c'est tout un contexte dans lequel tout ça s'inscrit. Et il faut continuer le travail. Là. Ça, c'est très, très clair. Madame la mairesse, écoutez, avant de vous laisser filer, l'avant-dernière question, vous devez en être fier quand même, oui, parce que vous avez mis l'emphase sur
préserver le patrimoine architectural de Montréal-Nord. Puis pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on se promène dans Montréal-Nord, vous avez des maisons avec une architecture, mais là, tu dis, mais c'est donc bien majestueux tout ça. Et avec la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord, il y a tout un travail qui se fait en ce qui a trait aux anciennes maisons. En êtes-vous fiers? Totalement, totalement. Et le travail que la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord fait est extraordinaire. Ils ont travaillé entre autres pour le circuit, oui, pour les maisons. On est aussi en train, on en fait, je voudrais presque 5 par année, des panneaux historiques aussi. On est rendu à presque une quinzaine là, qui ont été faites à travers l'arrondissement. Donc, ça crée tout un parcours aussi parce que l'idée, c'est on le dit souvent, hein, faut pas oublier nos racines, faut pas oublier d'où on vient. Les immigrants ont souvent ce discours-là de nos racines, etc. Mais c'est un peu la même chose ici aussi. À Montréal-Nord, on doit se souvenir du passé et en être fier, puis être fier d'être Nord-Montréalais parce que être citoyen de Montréal-Nord, c'est parfois un peu tough, un peu difficile parce qu'on se fait malmener par les médias. On est ici, on est ça. Donc, faut remonter ce sentiment de fierté-là et les Nord-Montréalais le sont déjà beaucoup parce qu'ils aiment beaucoup leur quartier. En même temps, des fois, ils sont un peu gênés de le dire, donc faut l'assumer et c'est par des petites interventions comme ça que bien souvent ça stimule toute cette fierté-là et avec cette organisation-là, on fait un travail extraordinaire et puis on va vraiment poursuivre en ce sens-là pour faire valoir les bons côtés aussi, hein, parce que Montréal-Nord a plusieurs atouts et c'est ce qu'on veut aussi faire connaître. Madame la mairesse, incroyable, une entrevue superbe. On vient de faire la découverte d'une élue, mais vraiment ancrée dans son milieu. Madame la mairesse, on sait que vous parlez français, anglais, espagnol, tambien. Nous connaissons qu'à comprendre créole. Nous avons question pour vous. M'a posé question en créole. Est-ce que ou plus soupe joumou ou griot? Ou bouillon. Ou bouillon. Mais je dirais la soupe joumou quand même. J'ai même fait un test on a vu, là, vous avez de belles année. photos avec votre soupe joumou, là. Ben oui, je l'ai fait cette année pour la première fois. J'ai fait des tests hein? parce que là, avec la pandémie, ça devenait un peu difficile. Donc, absolument. Puis j'ai eu la chance d'aller en Haïti 2 fois. C'est sûr que le pays est un peu plus... ça va pas très bien. Là, actuellement, oui, c'est ça. Oui. Depuis quelques temps, mais j'ai eu la chance d'y aller 2 fois, en fait, en 2014 et en 2015, de mon souvenir. Donc, c'était des expériences extraordinaires de voyage et c'est un peuple qui est justement très fier aussi de son pays, malgré toutes les défis, toutes les difficultés, toutes les difficultés qui s'y vivent. Donc, vraiment, j'espère que le pays va être un peu plus calme bientôt pour qu'on puisse, et qu'il n'y aura plus de pandémie et que qu'on pourra y retourner pour les vacances. Absolument, parce qu'il y a tout le potentiel en Haïti pour le faire. Madame la mairesse, vos remerciements. La francophonie vous écoute. On est en train de faire la découverte. Moi, je vous connaissais déjà. Là. On suit les médias. On vous a vu tout 2020. Vous étiez pas mal. Puis avant aussi, là, on découvrait Madame Black. On disait, OK, on va aller regarder. Puis, c'est un bon travail. Mais Madame Black, vos remerciements. Et puis, peut-être une suggestion de lecture, si vous êtes une férue de lecture ou un documentaire. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps pour lire en toute franchise dans tout mon travail et dans le Netflix, quotidien. Même pas. Au moins, vous travaillez pour vos citoyens. Non, c'est bon, mais ça. Mais je cuisine beaucoup. Super. Soupe joumou, bon bagaille. Oui, voilà. Vos remerciements, Madame la mairesse. Mais ça fait plaisir. Merci infiniment pour l'invitation. Puis bonne continuation pour votre émission. Madame Christine Black, écoutez, une entrevue incroyable. Comme je dis si bien à tous mes invités, chez les Inuits, on dit Chinash Kumeten. Chez les Algonquins, on dit Miigwech. Et chez nos frères et sœurs autochtones de la région de Montréal, on dit Niawen. Et puis comme Ousseyon haïtienne d'adoption, eh bien, Mabdou, merci en pile. Une très grande entrevue. Et puis, nous connaissons
Vous êtes super occupé. Alors, merci. Écoutez, ce n'est que partie remise. Absolument. Allez. Ça fait plaisir. À très, très bientôt. Je vous en prie. Alors, messieurs, dames, nous étions, oui, avec la première magistrate de Montréal-Nord, mairesse du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord. Elle se présente en 2021 pour un 3e mandat. Une mairesse empreinte dans son arrondissement. Écoutez, une entrevue incroyable. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux ou tout simplement d'ouvrir la télévision et de la voir lors d'une de ces entrevues. Toute une entrevue. Messieurs, dames, comme j'aime bien vous dire, on se voit la semaine prochaine, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Merci et bon mois de l'histoire des Noirs. Nyawen!